bien, vous allez vous demander pourquoi ce matin je sors de la RTI. Normalement, je dois entrer, hein, mais je sors de la RTI parce qu'aujourd'hui, on a un rendez-vous assez particulier, juste à côté de la maison. Généralement, on part loin, mais aujourd'hui, on a envie d'être à côté de la maison parce qu'on a une dame qu'on a envie de découvrir. Une dame qui permet à toutes les voitures ici sur ce boulevard de stationner un temps soit peu pour pouvoir se restaurer. On va juste découvrir cette dame qui nous permet de rester à côté de la RTI aujourd'hui. Venez voir. Eh bien, aujourd'hui, ce sera petit-déj, bouillie de mille, beignet. Il y a ce qu'on appelle aller-retour. Il y a ce qu'on appelle gofloto avec sucre, sans sucre. Ce que vous aimez le matin, là. Bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur vous réveille. On part avec Alix au studio et on revient. Et tout à fait, vous êtes bien réveillés, on l'espère, hein, pour amorcer cette toute dernière semaine du mois de janvier. Nous y sommes à passer 7 jours, mais 5 jours francs en votre compagnie et toujours avec le même plaisir. Bienvenue à votre matinale ici en studio. On vous emmène déjà les premières couleurs de l'atmosphère et Régis Kofi est là pour ses premières notes d'information. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour mesdames et messieurs, pour ce début de semaine, le nord et la banque centrale observeront une matinée ensoleillée avec la présence de brumes sèches qui occasionnera des réductions de visibilité. Les régions forestières et littorales, quant à elles, seront caractérisées par du brouillard ou de la brume humide matinale qui fera progressivement place au soleil. Côté température, on notera 25 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 23 à Bouaké, 24 à Daloa et Dimbokro, 23 à Gagnoa, 21 à Korogo, 22 degrés à Mans, 19 la minimale à Odiné, 25 degrés pour San Pedro et Sassandra, et enfin 23 degrés à Tabou et à Yamsoufou. Dans le sud forestier et sur le littoral, le temps sera nuageux avec par moments de larges éclaircies. En fin d'après-midi, on pourrait s'attendre à des orages isolés accompagnés d'averses de pluie. Au niveau de la banque centrale, le temps sera partiellement nuageux et les effets de l'armatan quelque peu atténués par la remontée des vents humides. Au nord, il fera chaud et la visibilité sera réduite par la brume sèche. Les températures au cours de l'après-midi afficheront 31 degrés à Abidjan, 32 à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 à Bouaké, 35 à Daloa et Dimbokro, 34 à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 34 à Mans, 35 à Odiéné, 32 degrés pour San Pedro et Sassandra, 31 à Tabou et enfin 34 degrés à Yamsoukro. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin météo. Merci pour votre aimable attention. Agréable journée à toutes et à tous et surtout très bon début de semaine. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Une journée nationale d'hommage à l'honneur des casques bleus ivoiriens tués à Tombouctou, au Mali, a lieu aujourd'hui à la place d'armes de l'état-major général des armées au plateau. Telle est l'instruction donnée par le président Alassane Ouattara au Premier ministre Ahmed Bakayoko à l'issue du Conseil national de sécurité tenu jeudi dernier. C'est le chef de l'État qui va d'ailleurs présider cette cérémonie. L'attaque du contingent ivoirien, il faut le rappeler, est survenue dans le nord du Mali le mercredi 13 janvier 2021. Bilan, 4 morts et 3 blessés. Hier, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, à la tête d'une délégation gouvernementale, est allé présenter la compassion et dire la solidarité du gouvernement à la famille d'un illustre serviteur de l'État, Marcel Zadikessi, ancien président du Conseil économique et social, environnemental et culturel. Au nom du chef de l'État, la délégation a remis la somme de 20 millions de francs CFA comme contribution
à l'ensemble des dépenses prévues pour les obsèques. À noter que Marcel Zadikessi sera inhumé le samedi 30 janvier dans son village natal, Yakolidabour, c'est à Soubré, dans la plus stricte intimité familiale. Plus d'1 million de cartes nationales d'identité déjà confectionnées et plus de 2 millions de personnes enrôlées. C'est ce qu'a révélé le directeur de l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI. Il était face à la presse pour faire la lumière sur plusieurs sujets. Ahmed Traoré, avant à ça. L'état civil, l'identification et le flux migratoire, ces 3 points étaient à l'ordre du jour lors de la rencontre qu'a eu le directeur général de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, et les journalistes. Selon Sitioni Chinyene Kafana, plus de 2 400 000 personnes ont été enrôlées. Et à ce jour, plus d'1 million de cartes d'identité ont été confectionnées. Le défi que nous rencontrons se situe surtout au niveau de l'engouement des populations. Donc nous essayons de communiquer beaucoup plus sur le fait que les cartes sont produites, que nous avons une forte capacité de production qui est atteinte aujourd'hui, et appeler donc les Ivoiriens à venir retirer leurs cartes. Il faut dire que, bien entendu, nous avons des messages, des SMS que nous envoyons. Nous avons également nos centres d'appel que nous avons mis à contribution. Et donc nous demandons aux Ivoiriens, donc, dès qu'ils reçoivent ces SMS et ces appels de nos équipes, de se rendre très rapidement vers les centres normalement en vue du retrait de leur carte d'identité. Le directeur général de l'ONESI exhorte les Ivoiriens à se faire enrôler massivement. Pour faciliter l'enrôlement au niveau du monde rural, un partenariat a déjà été signé selon lui entre l'ONESI et la Poste de Côte d'Ivoire. Il a rappelé pour terminer que 500 000 cartes nationales d'identité seront produites chaque mois pour satisfaire la population ivoirienne. L'Église catholique en Côte d'Ivoire a 125 ans. L'événement a été célébré à Grand-Bassam, où une messe a été dite à la paroisse Saint-Esprit de Mokéville. Grâce Kando. Bassam, porte d'entrée de la foi en Côte d'Ivoire. C'est dans cette ville historique, en 1895, que les envoyés de la Société des missions africaines SMA ont apporté l'évangile en terre des Burmi. Ce dimanche, les 15 diocèses du pays se sont retrouvés à la paroisse Saint-Esprit de Mokéville à Bassam pour célébrer la clôture des festivités marquant les 125 ans d'existence de l'Église catholique. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens restent fidèles aux engagements de leur baptême. Ils accordent une place importante à la prière dans leur vie. Des groupes de prière se constituent ici et là. Les fidèles, dans leur ensemble, participent d'une façon plus active à l'Eucharistie. Ils sont nombreux, les foyers chrétiens qui s'efforcent de vivre les exigences du sacrement du mariage et restent soucieux de l'éducation de leurs enfants. Beaucoup a été fait certes, mais pour les fidèles, les 125 ans marquent un nouveau départ dans la foi. 125 ans d'évangélisation sur la terre de la Côte d'Ivoire, c'est une grâce pour nous. Que ce jour apporte la paix à la Côte d'Ivoire. Le Seigneur nous a comblés de beaucoup de bonnes choses. Mettre le mot amour, paix et confiance. Et puis bien sûr, la charité. Nous allons entrer en nous-mêmes pour évaluer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, afin de pouvoir tirer une conclusion pour parfaire ce qui n'a pas marché par le passé. Des résolutions qui cadrent avec la vision du gouvernement qui se montre solidaire de cette célébration. Le chef de l'État a été représenté par le ministre des Sports. 125 ans d'évangélisation en ce jour de jubilé. Cette bonne nouvelle qui aujourd'hui doit être une source de renouvellement de notre foi, une source de charité, une source qui doit nous inspirer à marcher résolument vers la réconciliation et le partage. Pour que la Côte d'Ivoire garde sa vocation d'être la terre d'espérance, le pays de la vraie fraternité. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise de parchemin à certains fidèles pour leur engagement à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà, merci à toutes et à tous de votre attention. L'actualité sera de retour à 7h. Tout à fait. À tout de suite.
Giscofi. Alors, pour ce 25e jour de l'année 2021, nous voulons ici souhaiter une belle fête à tous les Pauls, les Saint-Paul. Et je ne m'oublie pas, parce que je suis prénommée aussi de ce nom-là. Alors, on a d'autres inspirations qui nous mèneront du côté de la nation arc-en-ciel, Sud-Afrique. Aujourd'hui, on pourrait appeler les petites filles Haïti, si vous voulez, et qui signifie tout simplement la tolérance ou Anaï, qui veut dire aussi la tolérance. Et pour les garçons, ce sera Sterling, qui veut dire être sociable. Voilà, il faut bien s'intégrer dans cette société-là et puis il faut avoir de bonnes relations avec l'extérieur. Pour le proverbe du jour, il faut s'appuyer aujourd'hui sur ce qui suit. Si tu n'es pas où tu vas, si tu ne sais pas où tu vas, retourne d'où tu viens. C'est très inspirant, il faut la méditer. Alors, pour aujourd'hui également, nous avons des naissances en ce 25e jour, donc 25 janvier d'une certaine année, est né Monsieur Dieméléou Amon Gabriel Bilé, DG de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, que l'on aperçoit ici maintenant. Accompagné de lui pour ses natifs, on a la grande chanteuse américaine Alicia Keys, qui est parolière, actrice, auteure, compositrice, chanteuse de soul américain. Alors, on a également aussi Chérifa Luna, qu'on a connue il y a quelques années en arrière avec ses belles mélodies. Elle est née le 25 janvier 1989 à Évreux. Elle est une chanteuse, musicienne, animatrice de télévision en France. C'est pas tout. On a Maria Kirilenko. Elle est joueuse russe de tennis, grande championne également sur les terres battues comme sur le gazon. Voilà. C'est elle qu'on aperçoit maintenant. Et pour boucler la boucle de ses naissances, on n'oublie pas une très fidèle de la matinale qui célèbre aujourd'hui 1 an de plus, 23 ans précisément, Koulibaly Korotoumou. Et c'est toute la rédaction et toute l'équipe de Matin Bonheur qui lui souhaite un bel anniversaire. C'est sûr que peut-être que Thierry lui enverra quelques allers-retours le temps qu'il revienne. On le retrouve maintenant. On n'est pas allé bien loin aujourd'hui. On est resté juste à côté de la RTI avec Matin Bonheur vous réveille et avec cette dame que nous rencontrons ici le matin. Voici des dames qui permettent à tous les Ivoiriens qui passent ici sur ce boulevard Latry de stationner un temps soit peu et puis d'avoir dans leurs assiettes, d'avoir dans leur paquet des beaux flottos, des beignets, oui, qu'on appelle chez nous en Côte d'Ivoire, beaux flottos, aller-retour et de la bouillie de mille. On va parler un peu avec elle. Bonjour maman, comment ça va? Ça va. C'est quel nom? Je m'appelle Fatoumata. Fatoumata. Alors Fatoumata, elle est faite de la bouillie de mille, appelée baka. Et puis à côté, on a la tata qui fait les gâteaux. Donc on va commencer d'abord avec les beignets et ensuite on vient pour la bouillie. Maman Fatou, il faut bien t'asseoir, hein. Faut pas que tu vas tomber. Bonjour maman. Bonjour. Comment ça va? Ça va. C'est quel nom? Soro Fatou. Soro Fatou. Alors, Fatou à gauche, Fatou à droite. Qu'est-ce qu'on vend ici déjà? C'est vrai que moi je l'ai dit, hein, on a beau photo à l'air et tout, mais qu'est-ce que vous avez précisément? Tu as tout dit, à l'air et tout. Il y a les galettes rouges, oui. Et puis il y a aller-retour. Aller-retour. On a beau flotto aussi, j'ai voilà, c'est ça. Ok. On est ici depuis combien de temps, maman? Ça vaut 30 ans, hein, depuis il y a longtemps. Ça fait 30 ans. Ouais. Ça fait 30 ans qu'elle est ici, 30 ans qu'elle nourrit des Ivoiriens, 30 ans qu'elle fait plaisir à des personnes qui passent ici le matin. C'est une manière aussi pour nous de célébrer ces braves dames que nous avons. Alors, maman Fatou, bon, je pense que j'aime m'asseoir parce que ma chérie là, elle ne peut pas s'asseoir. Alors, allez. Alors maman, chaque matin, vous nourrissez des Ivoiriens. Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, ça nous fait plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir. Okay. De nourrir, si on ne nourrit pas toute la population, peut-être la moitié, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Donc ici, en face de la RTI, vous êtes là depuis 30 ans maintenant. Tout le monde passe ici. Tout le monde passe ici. Tout le monde. Alors dites-nous, par exemple, quelles sont les stars qui sont passées ici? Dites-nous, quelles sont les stars qui sont passées ici? Hein? Non, dites-nous quelques noms, on va voir aujourd'hui là. Non, maman, on va voir aujourd'hui là. Qui aime aller-retour? En tout cas, moi, j'aime. Bon, si je me considère comme une star, hein. J'aime. Non, je ne vais pas dire de non, ils sont nombreux. Oh, maman, il faut dire, bon, les chanteurs.
Oui, les chanteurs. Les chanteurs, les Même comédiens. forcément les animateurs. Oui, il y a les chanteurs, il y a les comédiens, il y a les animateurs. Parce que tout le monde. Ouais. Oui. Alors vous vous réveillez à quelle heure pour faire tout ça? À 4 heures. À 4 heures du matin. Ah, vous êtes une grande dame. À 4 heures, vous êtes là? Oui, oui, nous sommes là. Ok. Et quand vous réveillez à 4 heures du matin, qu'est-ce que vous faites d'abord? Vous commencez par quoi? On commence par celui-là d'abord. Maintenant, quand on finit, on attend, on met le passement. Ok. Alors, comment ça passe? Comment on fait ça? Comment on fait ces beignets-là? On prend tu mets la farine, tu mets de l'eau, tu mets le sucre pour ça. Et puis tu mets le levain pour que ça monte un peu. Maintenant, lui, tu mets le sel seulement. Tu le tapes et puis tu mets le sel seulement, c'est tout. Mais tout ça, faut bien doser. Hein? Voilà, avec le sucre et puis le levain pour que ça monte, c'est tout. Ok. Alors, c'est cuit normalement. Oui, c'est cuit. Voilà, on va servir les clients qui attendent. On ne va pas trop tarder. Les amis, regardez ça un peu. Regardez un peu ce que nous avons ce matin. Pour vous, hein, je sais qu'il y en a qui sont à l'extérieur du pays et puis qui se disent matin bonheur en train de nous faire du mal aujourd'hui. Mais non, c'est comme ça. C'est comme ça. On rend hommage à ces femmes-là. Elle a dit depuis 30 ans, elle est ici et elle fait plaisir à tout le monde. Et c'est important comme ça de dire merci. Et c'est à la manière matin bonheur, voilà, on dit merci. Dans matin bonheur, vous réveille. Alors, s'il y a beignet, forcément, il y a bouillie. Donc, on passe de l'autre côté. On revient, maman. Je vous ai dit, s'il y a beignet, c'est qu'il y a bouillie. Donc, alors, elle ne parle pas beaucoup, vous voyez qu'elle est très occupée. Donc, on va pas... Voilà. On peut durer là-bas, mais on ne dure pas ici. Alors, maman Fatou, ça va bien? Oui, ça va. Faut dire bonjour à la caméra, ça va. C'est comme ça, maman Fatou ne parle pas beaucoup, ça, voilà, parce qu'elle n'a pas le temps. En tout cas, continue de faire ce que tu as à faire, hein? Et puis bonne chance. Voilà. Alors, on a des clients qui sont là aussi. Vous voyez, ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux et comme nous, ils aiment bien manger ça le matin. Ça donne des forces. Bonjour mon ami. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. C'est quel nom? C'est Jonathan. Jojo? Oui, Jojo, c'est bien ça. Alors Jojo, chaque matin on est ici? Oui, chaque matin. Pourquoi chaque matin on est ici? Bon, d'abord, le bruit, pour moi, ça réveille d'abord mon sang. Voilà, donc du coup, voilà, c'est un matin comme ça, là, le sang il est un peu glacé. Donc quand tu passes par un truc chaud, ça descend bien et puis la journée commence bien, quoi. Ouais. Maman Fatou, c'est vrai, bruit là, ça réveille le sang. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce qu'on préfère parmi les beignets qu'on a? Qu'est-ce qu'on préfère? Bon. C'est ça, hein? Il y a rouge. Voilà, c'est les rouges là même, au fait. Ah, les rouges. Voilà. Ah, okay. Pourquoi particulièrement les rouges? Bon, je sais pas, mais peut-être que c'est à cause du sucre qui se trouve à l'intérieur, mais c'est que sur les beignets, c'est bon, c'est consistant même. En tout cas, on prend des forces. C'est quoi moi, le quartier là, au fait. Voilà, en tout cas, on prend des forces le matin pour pouvoir mieux travailler. Pour pouvoir mieux travailler. Oui. Ok. Jojo fait quoi dans la vie? Bon, je suis électricien en bâtiment. Électricien en bâtiment. Ok, alors, Jojo va regarder la caméra et puis il va lancer un appel aux Ivoiriens par rapport à la bouillie et puis comment il trouve et puis qu'est-ce qu'il peut dire, hein? Jojo, voilà la caméra. À tous mes frères et sœurs, voilà. Avant de démarrer une bonne journée, il faut faire le coup, faire le coup un peu au bouilli. Ça réveille beaucoup le sang. Et puis c'est beaucoup bon pour la santé parce que le matin, quand tu es tout le temps bien enchiqueté, c'est déjà bon pour un bon début de semaine. Voilà. Donc, pour moi, chaque matin, c'est la bouillie. C'est la bouillie. Ok. Donc c'est comme ça, quand tu veux t'enchiqueter le matin, comme il a dit, enchiqueter en Côte d'Ivoire, c'est quand tu veux être en forme, quand tu veux être bien, quand tu veux être... Voilà. C'est comme ça. Chaque matin, bouillie, et puis on est dans le vent. Alors, à côté de notre ami Jojo, on a un autre client qui est là. Bonjour. Bonjour. C'est quel nom? C'est Touré Suleiman. Ah, Touré est un style, hein? Touré est artiste? Non. Ah, ok. Touré aime bien le style comme ça. Voilà, merci. Alors, Touré, ce matin, on est devant beignets, vos photos. Pourquoi on prend ça le matin? Pourquoi vous prenez ça le matin? Au fait, c'est pour mettre quelque chose dans le ventre pour pouvoir travailler jusqu'à midi. Voilà, un petit déjeuner, quoi. Voilà. Touré aime ça? Oui, bien sûr, c'est pour juste avoir un peu de force jusqu'à aller pouvoir bien travailler. On a rouge, on a blanc. Touré aime quoi? Bon, moi j'aime bien le rouge. Rouge? Oui. Ok, elle la bouillie? Bon, habituellement, je prends avec le bouilli, mais aujourd'hui, je ne vais pas prendre avec le bouilli. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, bon appétit, Touré. Hein? On ensemble et puis
Et puis bon service. Et à Jojo, on t'a compté l'argent, tout ça. Jojo, tu as payé pour tout le monde. Ah ouais? Bah oui. Ouais, là, on a dépassé le million. Ça là, tu mets pas ça dedans. Hein? Ok, on continue. Alors, maman Fatou numéro 2. On revient chez toi. Ça c'est ça qui est aller-retour là, non? Oui, c'est ce qui est aller-retour. Aller-retour avec piment? Oui. Ah, ok. Et ça, c'est ce qu'on fait à base de... Avec le sel. Avec le sel? Oui. Donc la farine? Non, le sel et puis le levier pour que ça monte légèrement. Ah, ok. Maman Fatou est experte dedans. Je vous ai dit, ça fait 30 ans qu'elle fait ça. Donc, n'ayez crainte. Venez ici et puis mettez-vous à l'aise tout simplement. Alors, maman Fatou, rapidement, on va donner un message à tous les Ivoiriens ce matin qui se lèvent très tôt pour aller travailler, surtout à ces braves femmes comme vous qui nous nourrissent le matin. Qu'est-ce qu'on peut dire devant la caméra? Qu'est-ce qu'on peut dire? Maman Fatou est timide. Vas-y, papa. Vas-y. On peut saluer toutes les femmes qui se lèvent le matin. C'est ça. Il dit bonjour à toutes les femmes qui se lèvent le matin. Oui, comme vous. Comme moi. Ouais. Voilà. On leur dit merci. Merci pour tout ce qu'elles font pour la population ivoirienne. Oui. Vous êtes une fierté, vous. Oui. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Vous savez ce qui est bien à Matin Bonheur vous réveille? Oui. C'est qu'on a une petite surprise pour toutes les personnes qui nous reçoivent. Ah, d'accord, c'est gentil. Donc, on a un petit cadeau pour vous. Gerson! Gerson, bien. Alors, au nom de Matin Bonheur, nous, Maman Fatou derrière moi, Maman Fatou devant moi, voilà ce que nous vous offrons. C'est pour vous. On va juste déposer ça ici. Voilà. Et la tasse et cette tasse pour boire la bouillie le matin. C'est vrai que vous êtes à côté, mais on peut quand même servir ici. Maman, ici, là, c'est bouillie combien qui rentre là? Bouillie 100 francs. Ah, ok. Donc, bouillie 100 francs chaque matin ici, c'est pour vous. Eh bien, c'est comme ça. Comment? Merci beaucoup. Ouais. Dites encore merci. Merci à vous. Okay. En tout cas, merci aussi à vous, chère Madame Fatou. Je vous ai dit, on n'est pas allé bien loin aujourd'hui. On est resté juste à côté de la maison. Voilà. On aura le temps de rentrer rapidement, de se changer encore et puis de vous retrouver à Matin Bonheur avec Alix et toute l'équipe. Allez, bon appétit à tous, bon appétit à toutes. Et puis c'est comme ça, Matin Bonheur. Avec ces cadeaux, ça peut être chez vous, ça peut être avec vous. Portez-vous bien. Au revoir et à tout de suite au studio. Voilà, terminé l'aller, il va amorcer maintenant ces quelques pas pour le retour ici en studio. Alors, nous sommes bien sûr de retour au studio, c'est bien sûr dans le même périmètre à la maison de la télévision. Et lui, il est vraiment très très proche de moi, quoi qu'il respecte la distanciation sociale. Le maître de distanciation, c'est Orono Kobia que l'on reçoit maintenant pour la revue de presse de ce lundi. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors on démarre tout de suite avec le chef de l'État qui a participé ce week-end au 58e sommet ordinaire de la CEDEAO. Oui, et plusieurs sujets étaient tels que la situation malienne, la pandémie de Covid-19 ou encore la monnaie unique était au menu de cette rencontre des dirigeants de la sous-région ouest-africaine qui s'est tenue, il faut le noter, par visioconférence. C'était ce samedi 23 janvier 2021. Fraternité Matin, dans son premier numéro de cette semaine, révèle ce que les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé sur les différents points qui étaient à l'ordre du jour de cette rencontre. On passe maintenant aux législatives prévues pour le 6 mars prochain. La liste des candidats des partis politiques sont disponibles. Oui, la date limite de dépôt des candidatures, c'était le vendredi dernier. Passé cette étape, les formations politiques publient à présent les listes de leurs représentants. Ainsi, le Patriote, dans son numéro de ce jour, révèle l'identité des candidats qui vont représenter le RHDP à ces élections. Le Matin publie aussi la liste des candidats du parti au pouvoir pour les législatives. Oui, tout à fait. Le confrère présente les 255 candidats officiels du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix pour ces élections, tout en ajoutant que l'opposition n'a pas pu présenter des candidats sur tout l'ensemble du territoire national. Cette situation, selon le quotidien, ouvre un boulevard pour la victoire du RHDP.
L'opposition, justement, qui a aussi publié sa liste de représentants. Oui, et cette liste est disponible dans le nouveau réveil de ce jour concernant les critères qui ont prévalu pour le choix de ces personnalités. Le confrère a donné la parole à M. Adiko Roland, secrétaire exécutif en charge des élections au PDCI. Et passé cette étape, l'opposition doit maintenant, selon le nouveau réveil, jouer la carte de la sincérité pour ces élections. Autre rencontre qui s'est tenue ici à Abidjan, c'est celle entre le président Henri Konan Bédié et le ministre de la Réconciliation nationale. Le président du PDCI a accordé une audience à Kwadjo Konan Bertin dit Kakabé le vendredi dernier. Selon Fraternité Matin qui relaie cette information, le ministre de la Réconciliation a indiqué au sorti de cette rencontre être allé présenter ses vœux au président du PDCI-RDA dans un esprit de décrispation, de paix et de dialogue. La soirée qui a touché, on va dire, le monde de la communication dans son entièreté, qui s'est déroulée à Yamoussoukro. C'est la soirée de distinction, bien sûr, des meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. Le groupe Olympe est sorti grand vainqueur. Oui, et c'est grâce notamment à Marcel Aka Akissi, qui a été sacré Ebony 2020, que ce groupe de presse est, après 2018, le meilleure entreprise de presse à nouveau. La journaliste de l'Inter succède à Serge Koléa de RTI 1, vainqueur de l'édition de l'année dernière. La Maison Bleue n'est pas repartie les mains vides de cette soirée de distinction, et ce, grâce à Ami Sissoko de RTI 1 et Adama Bakayoko et Kwadjo Armel de Radio Côte d'Ivoire, qui ont chacun remporté des prix sectoriels. Sans oublier Cheikh Koné. Oui. Alors, le Premier ministre a accueilli le vendredi dernier les dépouilles des soldats ivoiriens tués au Mali. Oui, et à cette occasion, Ahmed Bakayoko a déclaré que la mort de ces soldats renforce l'engagement de notre pays à œuvrer pour la paix au Mali et dans la sous-région. Au cours de cette cérémonie d'accueil, l'État de Côte d'Ivoire, selon l'expression, a offert la somme de 15 millions de francs CFA aux parents de chacun des casques bleus décédés. À noter que le président de la République va participer ce lundi à une cérémonie d'accueil en l'honneur de ces soldats à l'état-major général des armées. Et on sort du territoire ivoirien pour se retrouver en France où l'ancien président Thomas Sankara est immortalisé. Tout à fait. Une rue de Paris porte désormais le nom de l'ex-président du Burkina Faso. C'est dans un communiqué officiel que Anne Hidalgo, la maire de Paris, a attribué le nom de celui qui a dirigé le Burkina Faso entre 1983 et 1987 à une rue de la capitale française. Cet acte, selon plusieurs observateurs, est une première dans l'histoire de la France. Tout à fait. Et c'est un bel hommage pour cet illustre homme. Meurtre en série dans la partie sud d'Abidjan. L'auteur arrêté. Dieu merci. Oui, le tueur en série qui troublait le sommeil des populations de la partie sud du district d'Abidjan et particulièrement ceux de la commune de Marcory a été appréhendé ce week-end par la police. Cet individu qui a à son actif le meurtre de plusieurs sans domicile fixe et malades mentaux serait lui-même déficient mental selon Soir Info. Bien dommage. Un mot d'économie avec la Bourse régionale des valeurs mobilières qui a clôturé son dernier exercice dans le vert. Oui, et c'est la troisième fois de suite que le marché régional affiche cette belle performance à l'issue de la séance de cotation de ce vendredi. Il faut savoir que les principaux indices du marché que sont le BRVM Composite et le BRVM 10 sont respectivement clôturés cette journée de cotation en hausse. Et au niveau des performances individuelles, on retrouve dans le top 5 les valeurs NCA Bank et SMB Côte d'Ivoire. Et à l'inverse, Bolloré et Uniwax ont réalisé les plus grosses décotes de cette journée. Au total, les investisseurs ont transigé à hauteur de 131 millions de francs CFA au cours de cette séance. Voilà qui referme cette revue de presse. On se revoit demain. Bien évidemment, à demain. Au revoir. Alors, nous sommes lundi et les lundis, généralement, sont taxés d'être lourds. Mais non, nous allons vous donner la motivation nécessaire pour pouvoir bien commencer votre semaine avec le fitness qui suit. Et voilà, de retour sur le plateau. On remercie infiniment la coach Marie-Noël qui nous permet ici d'embellir notre endurance pour bien commencer la semaine. On ne le dira pas assez. Alors, nous, on passe maintenant pour la première, ou non, sinon la deuxième slave d'informations distillée ici par Régis Kofi qui nous emmène à l'extérieur. Flash Inter-Afrique. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité. La République centrafricaine a remis hier le chef présumé d'une milice à la Cour pénale internationale, la CPI, où il doit répondre d'accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Il s'agit de Mahamat Saïd Abdelkani, un commandant présumé de la coalition rebelle, la dominante musulmane Seleka, responsable de nombreuses violences dans le pays en 2013. Des inondations, des arbres tombés sur les maisons et les infrastructures effondrées illustrent les dégâts causés par la tempête tropicale éloise qui a touché la ville côtière mozambicaine de Beira ce week-end. Après avoir longé les côtes mozambicaines de très près, l'œil du cyclone a fini par toucher la terre dans la nuit de vendredi à samedi. Le point d'atterrissage était situé entre Beira et Nova Sofala. Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest viennent de s'engager à harmoniser le prix des tests PCR pour détecter le Covid-19 à $50, soit environ 25 000 francs CFA. Le principal objectif est de faciliter les déplacements dans la région. Les autorités marocaines ont ouvert ce dimanche les prises de rendez-vous pour la vaccination contre le nouveau coronavirus, première étape d'une campagne nationale gratuite et graduelle prévue dès cette semaine. Les premières injections sont réservées en priorité aux professionnels de la santé de plus de 40 ans. Le coronavirus continue d'impacter les économies en France. Couvre-feu oblige. Elles doivent aussi baisser le rideau à 18 h quand elles ferment d'habitude à minuit ou même parfois plus tard. Du jamais vu pour les petites épiceries de quartier, véritable institution à Paris, si pratique pour ceux qui ont besoin de faire leurs courses le soir quand les autres commerces ont fermé. Reportage. Elle s'appelle Momo et fut même un temps baptisée Momoprix avant de devoir camoufler ce nom à la suite d'un contentieux avec la chaîne bien connue de supermarchés. Dans ce quartier du nord-est parisien, beaucoup fréquentent cette épicerie qui draine le gros de sa clientèle en soirée. Alors forcément, la fermeture à 18 h pour cause de couvre-feu a du mal à passer. Déjà là, vraiment, pour avoir vraiment fermé à 18 h juste c'est pas facile. Hein. Je vous le dis vraiment, ce qu'il y a. Des fois, jusqu'à 18 h 20, 30, parce qu'il faut finir les clients. Nous, on ne peut pas. Voilà. Franchement, c'est pas facile. Car en période hors Covid, l'épicerie ferme autour de minuit. Avec un couvre-feu à 18 h, elle est ouverte 6 heures de moins chaque jour et surtout doit fermer aux heures où elle fait le plus de chiffre d'affaires avec une clientèle parisienne habituée aux horaires décalés. Il y a un chiffre qui est vraiment moins par rapport à avant. Moins. Ça nous représente à peu près quand même moins de 50% quand même de chiffres. Moins, ouais. Parce que nous, on travaille plutôt le soir à 18 h. Ouais. À 2 pas d'ici, cette épicière ivoirienne a aussi beaucoup de mal avec ce couvre-feu. Elle baisse habituellement son rideau à 22 h. La fermeture anticipée lui enlève donc 4 heures d'ouverture en soirée, son créneau là aussi le plus lucratif. Souvent, je ne gagne pas dans la journée, mais souvent le soir comme ça, je peux faire 200 €, 300 € pour aller à la maison. Mais présentement là, je ne l'ai pas. Comme hier, comme ça, je suis partie avec 20 € à la maison. Qu'elle soit tenue par des Arabes, des Indiens ou des Sri Lankais, c'est un peu partout le même son de cloche. Parfois, les gérants ont du mal à cacher leurs larmes. Là, dans la rue, il est rien. Tout le monde est parti à la maison. C'est très problème. Il y a beaucoup de loyers, il y a URSSAF, il y a les impôts, il y a travailler quelqu'un. Ce n'est pas chômage partiel parce que j'ai travaillé. Les clients aussi ont du mal à s'adapter, car à Paris, ces épiceries dites de quartier restent encore nombreuses, même si elles souffrent de la concurrence féroce des supermarchés citadins. C'est plus possible de venir 2 fois ou 3 fois dans la même soirée. Là, je viens de faire les courses, il est 18 h tout à l'heure. Si j'ai oublié du paprika, eh ben c'est foutu pour le paprika pour ce soir, quoi. Enfin, on peut toujours faire autre chose, on peut faire des pâtes au lardon. Moi, j'ai tendance à fonctionner beaucoup en faisant des petites courses d'appoint de dernière minute. J'ai beaucoup fait ça, c'est sûr que là, je le fais plus puisque ça n'est plus possible. Et donc, je passe plus de temps à faire des listes. Après 2 confinements, puis le couvre-feu, et maintenant un 3e confinement qui pointe à l'horizon, beaucoup de ces petites épiceries de quartier se demandent combien de temps elles vont pouvoir encore tenir.
Victoire pour Marcelo de Sousa. Le président sortant du Portugal a été réélu hier dimanche au premier tour d'un scrutin prévisible selon 3 projections réalisées pour les télévisions locales. L'ex-eurodéputé socialiste Ana Gomes est arrivé en 2e position devant le candidat d'extrême droite André Ventura, comme les prévoyaient les sondages réalisés avant l'élection. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Excellente journée. À vous également, excellente journée. Régis Kofi, on se revoit demain mardi. Et nous, on continue notre cavalcade matinale pour s'arrêter à un carrefour très important, à savoir l'info de la route, avec M. Paul Anoïkou. Voilà, le temps qu'il s'installe, aujourd'hui, nous parlerons de ces mesures anti-Covid-19 dans les transports en commun. On se rappelle, la semaine dernière, le jeudi précisément, un Conseil national de sécurité s'est tenu et a planché également sur la question de la Covid-19 qui, malheureusement, est en résurgence. Cela nous étreint donc de pouvoir, bien sûr, encore une fois de plus sensibiliser et encore dans le domaine du transport où se retrouvent vraiment de milliers de personnes. Bonjour, Monsieur Paul Anoïkou. Bienvenue sur ce plateau. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un Conseil national de sécurité. Dites-nous, est-ce qu'il y a eu de nouvelles mesures anti-Covid-19 prises par le gouvernement? On va dire que pour le moment, non. Le Conseil national de sécurité a annoncé quelques mesures. Mais je pense que, comme le communiqué du Conseil des ministres l'a dit, ça va être analysé au prochain Conseil. Sauf que le Conseil des ministres a insisté sur le fait qu'il faut rappeler aux Ivoiriens les mesures barrières qui s'étaient imposées, ainsi que a appelé aussi également au respect scrupuleux de ces mesures-là, mais à l'application stricte de ces sanctions qui parfois étaient très sévères. Du coup, le gouvernement estime que les indicateurs d'alerte ne sont pas atteints. Par contre, les sanctions pour certaines mesures vont être mises au goût du jour. Et c'est ces mesures-là qu'il faut rappeler aux transporteurs et aux automobilistes. Justement, on en arrive à, on va dire, à la prise de ces mesures-là, dans la continuité même des mesures qui étaient antérieurement édictées. Mais là, on est plus dans la répression. C'est plus la phase de sensibilisation comme on avait pu le constater en amont. Exactement. On avait déjà commencé à sanctionner depuis, on se rappelle que au début de la crise, en mars 2020, on avait fait beaucoup de sensibilisation. Et puis quelques mois après, on a commencé à sanctionner les automobilistes. Aujourd'hui, le ministère des Transports, depuis quelques jours, est sur le terrain pour sensibiliser. Mais je pense que d'ici peu, on aura suffisamment sensibilisé les Ivoiriens. On va remettre encore au goût du jour ces sanctions-là. On va commencer à sanctionner parce que je pense que le communiqué du Conseil des ministres est suffisamment clair là-dessus. Il faut veiller à une application scrupuleuse de ces mesures répressives-là. Et d'accord. Et dans le cours de cet échange, vous avez remarqué la présence de Thierry qui nous revient de son petit voyage avec les Fatou au Caraïbes. Bien sûr, tu vas bien? Ça va, je vais très bien. Bonjour Thierry. Allez, on poursuit. Tout à fait. Alors, parlons toujours de ces mesures anti-Covid-19. C'est vrai que le secteur du transport est beaucoup plus interpellé parce qu'il y circule plusieurs personnes, plusieurs mobilités. Est-ce qu'il y a des mesures spéciales qui ont été prises pour le secteur du transport? Oui, le secteur du transport faisait partie des secteurs les plus régulés pour lutter contre le coronavirus. Et il y a plusieurs dispositions qui avaient été prises à l'époque, en passant par l'obligation du port du masque qui avait une insistance particulière dans le véhicule. On avait aussi s'était rendu compte que des décisions avaient été prises pour limiter le nombre de passagers à bord des véhicules, pour limiter même la circulation des personnes à bord des véhicules. On se rappelle aussi à l'époque qu'il y avait des restrictions pour certaines zones. Bon, ces restrictions ne s'appliquent plus, mais on est dans une situation où on peut les mettre au goût du jour. Et enfin, il y avait aussi des mesures d'hygiène qui avaient été préconisées, qui avaient été mises en avant pour lutter contre la Covid-19. Et ces mesures-là sont toujours d'actualité. Alors, Monsieur Ekou, pour la prochaine question, quelles sont les principales mesures anti-Covid qui sont toujours en vigueur? Petite piqûre de rappel pour nos téléspectateurs. Les 3 principales mesures vont être l'obligation du port du masque, je préfère dire l'obligation, parce que dans les espaces publics, on n'avait pas le choix, mais dans les véhicules, on avait encore moins le choix. C'était obligatoire de porter le masque sous peine de sanctions. On a aussi le nombre de passagers à bord du véhicule qui reste toujours applicable. On savait que les véhicules de 5 places devaient avoir un passager en moins, mais ça partait de façon progressive, jusqu'à ce que dans les véhicules de 18 places, on était à 10 ou 12 personnes. Ces mesures sont toujours applicables sous peine de sanctions pénales. Et puis, on avait aussi tout ce qui était lié à l'entretien de ce véhicule, comme je l'avais dit,
entretenir, nettoyer, qui étaient toujours applicables également. Donc ces 3 mesures-là restent toujours applicables et font l'objet de sanctions pénales assez sévères quand même. Justement, moi j'ai un petit sourire en coin parce que normalement on ne devrait pas arrêter la vigilance sur ces mesures-là. À quel moment on a décroché et pourquoi? Je pense qu'il y a eu beaucoup de préjugés parce que, on va dire, par la grâce de Dieu, le fléau a été moins rapide chez nous. Donc on s'est dit, OK, peut-être que c'était une maladie d'ailleurs, mais ce n'est pas le cas. Surtout qu'on s'est rendu compte que le virus a tendance à muter et qu'il y a même des variantes africaines maintenant en Afrique du Sud qui tuent beaucoup de personnes. On a relâché et puis bon, on est passé par beaucoup de situations plus compliquées avec des troubles qui ont fait que les Ivoiriens, au fur et à mesure, ont oublié la période des campagnes, la période des fêtes. On a tout à fait oublié que la maladie existait. Et là, on se rend compte que la maladie revient de plus belle, avec beaucoup plus de virulence, avec beaucoup plus de menaces pour nos populations. Et c'est le moment de rappeler les troupes à l'ordre. Et je dis troupes parce que bon, certains chefs d'État disaient qu'on était en état de guerre. On a constaté, on a fait des états, on a eu un état d'urgence, on a vu des couvre-feux ici qui sont des mesures militaires. Donc on rappelle les troupes, on appelle tout le monde à l'ordre et puis bon, chacun essaie de prendre ses responsabilités pour freiner le fléau. Il ne faut pas que les indicateurs soient atteints, parce qu'on sait que si c'est atteint, les mesures seront plus sévères. On a vu les propositions du Conseil national de sécurité. On va à la limitation du nombre de personnes dans les regroupements. On peut arriver encore à un second confinement. Il faut vraiment éviter d'y arriver. Mais avec ce que nous avons comme comportement, et face à cette léthargie, je pense qu'on va accentuer tout cela et arriver à ce stade-là. Oui, on va forcément l'accentuer. Je pense que d'ici peu, comme le ministère des Transports sait si bien le faire, il va mettre fin à tout ce qui est sensibilisation et on va commencer à punir les personnes qu'il faut. Je pense que ça ne va pas tarder parce que je pense que les regards sont tournés vers les autorités, mais c'est à nous de changer nos comportements. Et ces comportements, malheureusement, sous nos cieux, on a besoin de sanctions, on a besoin de vraiment qu'on nous tire les oreilles pour pouvoir appliquer les mesures pour notre propre sécurité, pour notre propre santé. On va y arriver, je pense. Le ministère du Transport est donc fixé. Alors, vous avez parlé d'état d'urgence. Généralement, c'est une terminologie qu'on entend lors, on va dire, de troubles ou voilà, de tensions en tant que tel. Mais là, on est dans un état d'urgence sanitaire. Qu'est-ce que c'est déjà et puis en quoi concerne-t-il le secteur du transport routier? Il faut dire que c'est le Conseil national de sécurité qui a proposé au gouvernement d'adopter des mesures d'état d'urgence sanitaire, mais ça n'a pas encore été confirmé puisque le dernier Conseil des ministres qui a suivi le Conseil national de sécurité ne l'a pas entériné. Mais c'est à l'étude, donc probablement le mercredi ou jeudi, on risque d'avoir un état d'urgence sanitaire. C'est vrai que c'est une notion nouvelle parce qu'on est plus habitué à la notion d'état d'urgence, qui est un régime spécial qui permet de prendre des mesures de police administrative plus rapidement, des fois même au mépris ou contre les intérêts des droits civiques, des droits civils, des libertés fondamentales. Il y a des mesures, des restrictions qui pourraient être prises ont besoin d'être suffisamment justifiées, ont besoin de beaucoup d'autorisations, qui peuvent même faire l'objet de recours devant les juridictions. L'état d'urgence est ce régime d'exception-là qui permet aux autorités administratives de passer outre toute cette procédure de respect des droits fondamentaux et de prendre des mesures pour l'intérêt commun, pour la santé publique. Et donc, l'état d'urgence sanitaire va être forcément une mesure spéciale dans le milieu sanitaire, mais ça ne veut pas dire que ça ne concerne que les centres hospitaliers. Ça va être plutôt des mesures qui vont peut-être dépendre de la compétence du ministère de la Santé, alors que l'état d'urgence va dépendre du ministère de l'Intérieur. Donc, beaucoup de mesures liées à la santé publique vont être prises. Conformément à notre code de la santé publique qu'on a, conformément à notre législation ici, on va commencer. Il peut arriver qu'on prenne des mesures d'interdiction de circuler à un moment donné par rapport ou même des mesures de circuler dans certaines zones où il y a beaucoup plus d'affluence de personnes. Donc ce régime d'exception-là, on espère qu'on ne va pas y arriver, mais fait partie des propositions du Conseil national de sécurité. OK. Alors, mais dans le domaine des transports, ça va être quoi cet état d'urgence concrètement? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Cet état d'urgence est une création, j'allais dire française, mais comme on a quasiment le même système juridique, parce que l'état d'urgence puise sa source dans une législation, dans une loi de 1959 qui permet de donner certains pouvoirs répressifs au ministère de l'Intérieur. Oui. Quand je dis des pouvoirs répressifs, je vais aller au-delà même des pouvoirs législatifs, c'est-à-dire qu'on va arracher certains pouvoirs aux députés, aux juges, mettre concentrer entre les mains du ministère de l'Intérieur juste pour s'assurer de la sécurité et de la santé des personnes. Et ça va être pareil. Donc, on pourra à un moment donné interdire, comme je le disais tout à l'heure, à certaines heures la circulation des véhicules. Ça peut arriver. On pourra interdire à certains véhicules de transport en commun d'arriver dans certaines zones où on estime que soit ça va engendrer
je vais dire une affluence de personnes, on peut arriver à espacer par exemple, pour ce qui concerne les bus, à espacer les mouvements, les déplacements. Un certain nombre de personnes aussi à l'intérieur. Exact. Ben là, ça, ce n'est pas les allégeances, c'est déjà en cours, puisqu'on a un arrêté qui est applicable, c'est en cours, c'est en vigueur depuis un bon moment. Il faut juste les ramener. Mais je vais dire qu'on pourra avoir de nouvelles mesures pour renforcer ces mesures en cours, là, parce que l'état d'urgence sanitaire le permettrait. Alors, au milieu de toutes ces dispositions prises-là, ce qui est le plus important, c'est leur application et surtout leur régulation. Est-ce qu'on arrive véritablement à réguler, on va dire, la véracité? On peut vraiment quantifier ou bien mesurer, on peut vérifier que ces mesures-là sont applicables et respectées dans le secteur du transport? C'est vraiment difficile à dire parce qu'on constate que dans la circulation... Et pourquoi c'est difficile? Parce que, bon, de façon visuelle, de façon apparente, on le constate. On a beaucoup de personnes qui sont encore peut-être dubitatives sur l'efficacité ou bien l'effectivité de la pandémie. Il y en a qui estiment qu'ils sont suffisamment à l'abri, mais il y a vraiment un relâchement. Donc, je pense que c'est difficile de dire que ces mesures-là sont respectées comme il le faut. Et puis, on n'a pas suffisamment d'autorité, chaque fois, il faut le rappeler, pour surveiller. On n'a pas fait la police derrière chaque individu. On l'a vu antérieurement, hein, lors de la survenue de la pandémie ici. On avait vraiment des policiers qui étaient vraiment très assidus à respecter, à faire des contrôles des véhicules. Qu'est-ce qui a fait qu'on a baissé la garde? Vous avez parlé, c'est vrai, des faits. C'est vrai que parfois, on a fait des actions d'éclat pour montrer, mais... Aujourd'hui, je pense que le premier... Non, ce n'est pas forcément de la com, c'était pour donner l'exemple plutôt. Je n'ai pas dit de la communication vaine, mais pour donner l'exemple pour dire que ça peut vous arriver, parce qu'on n'est pas les seuls à l'avoir fait. Dans pratiquement tous les pays du monde, on a montré des agents de police en train de verbaliser des personnes qui ne respectaient pas la législation, qui ne respectaient pas les mesures barrières. Ce n'est pas de la pure com, c'est de l'exemplarité. Mais chez nous, ici, on a des situations où peut-être que c'est l'agent de circulation qui... Autant il va vous verbaliser parce que vous avez utilisé le téléphone au volant, il pourra vous verbaliser parce qu'il n'y a pas le port de masque, parce que c'est verbalisé. Donc, il faut peut-être arriver à responsabiliser ces autorités-là qui sont en train de faire la circulation, qui ne se limitent pas juste à laisser passer les véhicules, mais à vérifier l'application stricte de la loi. Ce sont les premiers à être en avant. Et c'est à eux de prendre conscience qu'ils ont un rôle de police judiciaire, même que je l'ai dit, à verbaliser, à faire respecter ces mesures barrières. Ça va faire tic dans la tête des gens. Et comme on sait que très souvent, à ces carrefours, on aura des autorités policières qui régulent la circulation, on va peut-être prendre... On sera enclin à respecter les mesures, tout simplement. Exactement. Voilà. Alors, vous êtes dans le domaine du droit routier, certes, mais quand même, est-ce qu'on peut vous demander aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est quand même efficace, toutes ces mesures que l'on prend dans le domaine des transports et tout, port du casque, du masque, espacement des clients et tout, est-ce que c'est véritablement efficace pour qu'on puisse même accentuer toutes ces mesures? En tout cas, pour le moment, c'est pratiquement la seule mesure qu'on a en attendant que les vaccins arrivent. Donc, on est obligé de faire avec. Mais je pense que ça a démontré son efficacité. Ça a démontré son efficacité, sauf que des fois, il faut le prendre avec d'autres mesures qui sont beaucoup plus répressives. J'espère qu'on ne va pas en arriver là. Lesquelles, par exemple? La mesure la plus efficace, c'est le confinement. Dans tous ces pays, on a constaté qu'en Europe, on pense à se réconfiner. On a la 3e vague de réconfinement. Et nous, on espère ne pas y arriver parce qu'on n'a pas vraiment les moyens de se payer un 2e confinement. Il faut vraiment être responsable. Il y a quand même beaucoup d'efficacité. Le port du masque, on l'a démontré, quand il est porté régulièrement selon le respect des mesures sanitaires données, il s'avère efficace puisqu'il est un obstacle à la progression ou à propager les germes du virus. Donc, ça s'avère efficace, mais il faut les porter dans les règles. Il ne faut pas porter un masque pour toute une vie de lutte contre le coronavirus. Généralement, ces masques sanitaires sont des délais de 4 ans. Il faut les entretenir. Il faut aussi prendre conscience que les espacements, puisqu'on est d'accord, on est tombé d'accord que la communauté scientifique est claire qu'à plus d'1,50 m, le virus ne soit pas atteint. Donc, en principe, ces mesures-là doivent s'avérer efficaces, mais c'est leur respect dans les circonstances assez scrupuleuses qui font qu'on a du mal à avoir des résultats. Mais ils doivent au moins se combiner avec d'autres mesures. Et c'est ces mesures-là qu'on ne veut pas appliquer parce qu'on ne veut pas arriver à un couvre-feu à nouveau, quoi. Bien sûr. C'est vrai. Vous avez parlé également de notre, hélas, manque peut-être de grands moyens pour pouvoir faire face à la maladie. Et en même temps, il y a une organisation qu'on peut mettre en place pour vraiment protéger les uns et les autres. Par exemple, dans un marché où les gens se frottent pratiquement, comment organiser un tel espace pour pouvoir respecter véritablement les mesures barrières où les étals sont collés? Exactement. La difficulté, c'est ça, c'est cette surpopulation dans ces espaces restreints, ces surpopulations.
Je sais qu'au début de la pandémie... On fera de la vacation au niveau des activités. À l'époque, les femmes, j'avais vu que des femmes, des coopératives avaient essayé d'organiser elles-mêmes. Ouais, et ça aussi, il ne faut pas l'oublier, ça fait partie du civisme. J'allais même dire du civisme routier, c'est la voie publique. De prendre conscience que notre espace de vie nous appartient d'abord à nous, avant d'appartenir au gouvernement, que c'est à nous d'organiser les mesures pour faire respecter les mesures barrières. Donc, j'avais vu qu'à l'époque, des femmes avaient pour soin d'entretenir, de laver, de désinfecter le marché, d'organiser les entrées et les sorties. C'est possible de le faire. C'est possible de le faire, mais la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il y a suffisamment d'espace pour organiser ce travail-là? Malheureusement, c'est un état de fait, on vit avec. Et on a, comme on dit, il faut choisir le moindre mal. Soit, comme Alice l'a dit, faire cette vacation, c'est possible. Soit organiser les entrées pour qu'on respecte les délais, c'est possible. Quitte à faire prendre plus de temps aux clients, mais au moins on s'assure que celui qui prend plus de temps pour acheter un pain ou une baguette de pain aura peut-être encore plus de temps à vivre, puisqu'il va lutter contre le coronavirus. C'est la donnée la plus importante. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment d'espace? OK, mais est-ce qu'il y a suffisamment aussi d'infrastructures dans le domaine des transports pour permettre vraiment le respect de toutes ces mesures? Je pense que la crise du coronavirus dans le monde entier a vraiment éprouvé les infrastructures de transport parce qu'on a tous eu des difficultés à faire respecter ces mesures-là. Quand je dis tous, je parle de tous les pays qui l'ont appliqué parce qu'on avait vu des métros bondés en Europe. Et je pense qu'on doit réfléchir à cette nouvelle formule-là. On avait tendance à maximiser les transports en commun, alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, des transports simples comme le vélo peuvent être efficaces. C'est que si on avait vraiment beaucoup d'infrastructures, si on avait encouragé des infrastructures pour les pistes cyclables, peut-être qu'il aurait été facile parce que je suis seul sur mon vélo, ces mesures de distanciation ne se poseraient pas. S'il y avait vraiment beaucoup de sécurité pour les piétons à certains endroits, je pense que je peux passer seul, ces mesures ne s'appliqueraient pas. J'estime que nos infrastructures ne sont pas vraiment adaptées, on va en tirer les leçons. Mais il faut vraiment croire que les transports en commun vont aussi se tenir compte de ces événements-là. La SOTRA avait fait l'effort à l'époque de réduire le nombre de personnes, mais quand on réduit le nombre de personnes dans le bus, on augmente l'affluence derrière, donc il faut une régularité de la circulation. J'avoue qu'on a beaucoup à faire pour pouvoir se conformer. Il faut en tirer des leçons. Non, je ne sais pas qu'on va en tirer les leçons parce qu'il faut en tirer les leçons. Moi, je pense qu'au sortir de cette crise-là, il faut vraiment encourager d'autres modes de transport. Il faut encourager, j'encourage beaucoup le cyclisme. Je pense aussi qu'on a des modes de transport qu'on a sous-estimés, qui sont vraiment à profusion, tout ce qui est scooter, petites motos. Mais si on les régularise, en fait, si on les régule normalement, qu'on les accompagne, ça peut être des outils efficaces de transport aussi. Et en ces moments-là, peuvent s'avérer efficaces. Fort heureusement, notre pays est résolument tourné vers son développement. On a parlé notamment du métro ivoirien, on l'attend avec impatience. Justement, on entend sous d'autres cieux parler de mesures additionnelles en matière de prévention, comme quoi on ne parlerait tout simplement pas dans les transports en commun. Ça pourrait être efficace? Je pense que, quand je me rappelle que à l'époque, je parlais dans les bus, lorsqu'on a fait tout ce qui était mesures d'hygiène, je pense que la Société de transport avait encouragé à éviter les conversations dans les bus. Parce que c'est cette propagation des germes qui faisait que le virus allait très vite. Et donc, ne pas parler serait l'idéal. C'est vraiment difficile de fermer la bouche pendant un bon moment. Mais récemment, ça a été confirmé par je crois, des autorités sanitaires au plan international, qu'éviter de communiquer, éviter de parler régulièrement pourrait contribuer à freiner. Je pense que c'est une mesure à analyser. À analyser et même à exploiter dans les mesures de transport en commun. Et ça, c'est peut-être aux conducteurs de prendre conscience que, bon, des fois, on parle pour ne rien dire. Et donc, il est arrivé à dire qu'il ne faut pas téléphoner, peut-être qu'il faut les encourager. On a juste 30 minutes, peut-être 1 heure de temps à faire dans les transports. Peut-être qu'en ce moment-là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Bon, parce que là, je pense qu'il faut vraiment encourager. J'estime parce que, bon, tout ce qui va, j'imagine tout ce qui va être postillon de certaines personnes, il faut vraiment encourager ces mesures-là. Ça va être difficile, mais comme je dis, c'est pour le bien de tous. Bien sûr, on parle de prise de conscience, on parle d'encouragement. C'est vraiment sur ces thèmes qu'on revient pour faire comprendre aux populations que la situation, elle est quand même critique. Oui, il faut insister sur le fait que ce n'est pas un combat des autorités. C'est-à-dire que c'est quand même déplorable et il faut comprendre les mesures. La santé, c'est la santé de chaque personne. C'est une santé individuelle, c'est votre état de santé. Quand vous allez mourir, vous serez seul. Donc, je ne pense pas qu'on a besoin de vous tirer les oreilles pour ça. Il faut prendre conscience que c'est votre responsabilité personnelle, mais c'est votre engagement pour vous et pour votre famille.
pour vous et pour votre famille. Chez nous aussi, c'est vrai qu'on fait beaucoup plus de publicité, lavez-vous les mains, mais j'ai suivi des publicités en Europe où on mettait l'individu en rapport avec sa famille. Vous faites un câlin à votre maman et le lendemain, vous la trouvez sur le lit de l'hôpital. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voilà, donc c'est ce qu'il faut peut-être arriver à faire comprendre aux automobilistes, que ce n'est pas pour le gouvernement qu'on le fait. On s'en fout que ce soit vrai ou faux. C'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes qu'on le fait. En fait, ces mesures sont édictées dans le but de protéger notre propre santé. Exactement. Donc, il faut quitter cet état d'esprit pour dire ça ne tue pas Africain, ça tue les Africains. Oui. Parce que oui, le problème qu'on a oublié, c'est que en fait, ce n'est pas un virus assez mortel. C'est le système d'encadrement de la masse de personnes malades qui fait qu'on a du mal à traiter. Si vous trouvez un état où vous allez avoir une saturation des hôpitaux, bien évidemment, quel que soit le système médical que vous allez avoir, vous allez être en défaillance. C'est ce qui se passe en Europe. Ils sont très bien équipés. Mais il y a des morts, pas parce que... c'est l'affluence. L'affluence, on n'arrive pas à trouver les équipements pour les intuber à temps. Il manque d'oxygène. On a vu au Brésil le manque d'oxygène. Ils sont pénuriques. Alors on dirait, mais l'oxygène, on le respecte tous les jours, mais vous voyez qu'il faut une formule particulière d'oxygène pour le malade. Et voilà, tout ça, c'est cette pénurie qui fait que ça s'aggrave. Sinon, la maladie en elle-même, elle peut ne pas sembler grave, mais les conséquences de la maladie sur le système de santé national vont être tellement graves que finalement, votre négligence va vous envoyer à la mort, quoi. Et toujours au titre des mesures ou d'équipements, on a le fameux masque qui n'est pas arboré de plus en plus. Et dans le milieu de transport, puisque c'est là que nous nous trouvons, est-ce qu'il ne faut pas durcir le port du masque, sinon la répression au port du masque, faire descendre carrément quelqu'un qui n'a pas son masque, il ne participe pas au voyage. Le test, il est clair, il appartient au conducteur de ne pas laisser quelqu'un sans masque dans sa voiture. Le test, il est clair. Je vais peut-être retrouver la sanction. Le test, il est clair. Je crois que c'est une sanction de... Je crois que l'article le dit clairement. Hein, c'est une contravention de 2e classe, mais qui est punie d'une peine d'emprisonnement de 10 jours et d'une amende de 50 000 francs. Et il appartient au pilote ou au chauffeur de faire respecter cette mesure-là. Ce n'est pas une invitation, c'est une obligation. Vous avez l'obligation de faire porter le masque à vos passagers. C'est vrai qu'il est responsable pénalement, mais vous allez être responsable complice de ces faits-là. Donc c'est déjà suffisamment rigoureux. Et ça va arriver, quand le gouvernement va arriver, va compter les passagers. Peut-être qu'on va multiplier le nombre de masques non portés par 50 000 francs. Peut-être que ça va être encore plus sévère pour voir. Mais tout à fait, on a besoin d'avoir un épouvantail au bout d'un moment. Non, mais sérieusement, parce que c'est dommage qu'il faut en arriver à réprimer pour vous faire prendre conscience que c'est votre santé personnelle. Et pas seulement dans le transport, même dans la rue et tout, on porte quand même le cache-nez. Hein. Oui, le test, il est clair. On parle des transports en commun, mais on parle de la circulation sur la voie publique. Donc le piéton même, je dis qu'il est concerné puisqu'il est sur la voie publique. Les usagers de la route, ce n'est pas seulement l'automobiliste. Il part même à moto ou à vélo, il faut pouvoir porter votre masque. Le masque, au départ, ça soulevait la polémique parce qu'on se disait qu'il fallait peut-être les importer, les payer, c'était plus compliqué de mettre en place. On s'est très vite rendu compte qu'on pouvait nous-mêmes confectionner des masques. Et donc, le système, il tient toujours. Et je sais aussi qu'il y a une politique de distribution du masque pour certains assurés sociaux qui leur permet d'avoir le masque. Donc, il faut les avoir, mais il faut les porter. Il faut les porter. Pas pour les porter, il faut les porter selon les critères qui sont mis en place. Il est conseillé de ne pas porter le masque plus de 4 heures. Donc, au bout de 4 heures, il faut changer le masque. Il faut avoir 2 ou 3 masques supplémentaires. Il faut le changer, il faut l'entretenir, il faut le laver. Pour les masques anti-aussi, il faut les laver. Il faut les laver avec tout ce qui est détergent pour leur donner encore quelques forces de résister contre le virus. Mais il faut vraiment entretenir. Il faut les porter dans les... Comme je dis, il y a plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux pour montrer comment le porter. Il faut éviter de le toucher, il faut éviter de... Exactement, il faut vraiment éviter de se faire contaminer. C'est vraiment un effort. Au-delà du masque, il y a tout ce qui est mesure d'hygiène des mains. Donc, dans les véhicules, ça n'a pas été dit clairement, le test ne l'a pas puni. Mais je pense que dans chaque véhicule, il faut qu'il y ait au moins des gels, des équipements pour désinfecter les mains des passagers. Il faut aussi qu'il y ait des équipements pour nettoyer la voiture. Donc, quand vous allez aller chez le laveur, parce qu'il faut peut-être prendre l'habitude d'aller très régulièrement chez le laveur, plutôt que d'aller une fois par semaine, peut-être aller une fois par jour. Mais généralement, avec beaucoup de savon, on arrive à tuer le virus. Donc, le laveur les services de lavage doivent aussi jouer leur rôle, parce que c'est tout cet écosystème-là qui fait partie de la vie de l'automobiliste. Donc, laver sa voiture, l'automobiliste sait qu'il a un rôle à jouer, il faut qu'il joue son rôle. Il faut franchement que tout le monde prenne sa responsabilité. Il ne faut pas laisser que le gouvernement nous vienne imposer un confinement pour qu'on se rende compte que c'est grave. C'est le moment d'éviter. Je pense qu'on a les moyens de faire en sorte que les indicateurs d'alerte ne soient pas atteints. C'est une décision personnelle, c'est une décision qu'on prend. Responsable. Oui, même concernant les gels, vous l'avez dit tout à l'heure, on en a de petits comme ça, bien moins chers, on peut en avoir sur soi-même. Je sais qu'à l'époque, il y avait une politique pour réduire les coûts. Je pense que ça va continuer parce que c'est ça aussi le problème.
C'est vrai qu'on va faire des efforts, mais de l'autre côté, il faut qu'on fasse des trucs. Il faut qu'on arrive à peut-être arriver à les rendre gratuits pour les automobilistes qui font le fort d'être en règle. Ça va peut-être les encourager à... Franchement, on est installé au ministère des Transports ce matin. Alors, on va sortir de là, pourquoi pas, ce serait bien. Et puis, parler même des autres administrations en tant que telles et de la société en général. On avait plusieurs dispositifs installés à l'entrée des sociétés, voilà, des usines. Maintenant, c'est plus le cas. Hein. On rentre dans des agences comme ça et tout. Franchement, c'est tout le monde qui a baissé la garde. C'est vrai qu'on va sortir du ministère des Transports, mais il faut peut-être qu'on parle de toutes les autorités. Il y a une question d'exemplarité. Il y a une question d'exemplarité. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que pour convaincre la population, parce que ce n'est pas seulement les Africains qui sont dubitatifs, pour convaincre la population de l'efficacité du vaccin, on a vu le balai de ces politiciens se faire vacciner. Il faudrait aussi que nos politiciens se montrent l'exemple. Je dis ça, je ne dis rien, mais... Si moi, je vois dans le cortège d'une autorité les agents en masque, les automobilistes en masque, pourquoi moi je refuserais? Donc c'est une question d'exemplarité et l'exemple vient toujours des autorités puisque c'est eux qui sont nos premiers modèles. Il faut arriver à faire ça. Et donc le fait est que dans l'administration, il ne faut pas juste dire n'entre pas, il faut mettre en place ces systèmes rigoureux. Mais ça continue d'exister. On en est arrivé à mettre en place des systèmes automatiques de lavage des mains. Ça existe toujours. Ça existe. La Maison Bleue est très exemplaire. Mais je pense qu'on va y revenir. Ça va revenir. Moi, je sais qu'il y a certaines administrations où on vous refoule lorsqu'on n'est pas le masque. Maintenant, il faut peut-être prendre soin de regarder si le masque il est propre. S'il n'est pas propre, on le refoule. Parce que ça fait partie de ça. Il ne s'agit pas d'avoir un masque qui est s'il est déjà contaminé. Donc les administrations vont jouer leur rôle au fur et à mesure. Je pense que ça va continuer. Ça existe toujours, il y a eu un relâchement, mais à l'appel du gouvernement, ils vont redoubler d'efforts. Oui, il faut véritablement une prise de conscience pour vraiment dire à tout le monde que voilà, la Covid existe, donc il faudrait continuer avec les mesures barrières. On en parle, on l'a dit, certes, on est au ministère du Transport, mais on sort et on parle dans toutes les administrations, qu'elles soient publiques ou privées, vraiment pour pouvoir faire comprendre à tout le monde que la Covid, elle est réelle et il faudrait avoir toutes ces mesures barrières, que ce soit dans le transport, à la maison, partout, monsieur. Exactement, exactement, tout à fait. Il faut que tout le monde soit conscient. C'est une affaire ça commence d'abord, c'est une affaire de chacun et c'est une affaire de la collectivité. Donc, on n'a pas vraiment besoin de vous tirer les oreilles. Chaque fois que vous vous réveillez, les efforts que vous faites pour garder la forme, incluez maintenant les mesures barrières. Et tout à fait, c'est un sursaut de préservation de sa propre vie. Donc, il faut respecter scrupuleusement les mesures barrières, à savoir se laver les mains régulièrement, porter un cache-nez, se mettre à 1 mètre de distance et puis vraiment les respecter de manière très assidue. Merci infiniment, monsieur Paul Arnaud Écou, pour ces dispositions, la prise pour respecter les mesures barrières et puis faire freiner la propagation de la Covid-19. Vous aurez donc Instant Vérité pour commencer et ensuite on aura la thématique du jour. Alors Instant Vérité aujourd'hui, le prix du pain va-t-il augmenter? On en parle avec M. Youssouf Bari, président de la FECOBSI. Il est en compagnie bien sûr de Gabriel Zani. C'est parti. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Vous suivez Instant Vérité dans Matin Bonheur et bienvenue si vous nous rejoignez. Le pain, un composant essentiel de l'alimentation des Ivoiriens, a investi tous les ménages en raison de son faible coût, ce qui explique le tollé soulevé à l'annonce de l'information indiquant l'augmentation du prix du pain pour le 15 janvier dernier. Une rumeur selon les boulangers et pourtant, selon des sources, des négociations sont en cours avec le ministère du Commerce. La tutelle qui a rassuré sur le fait que le prix du pain restait inchangé, soit 150 francs CFA, le ministère qui brandit aussi des sanctions contre tout contrevenant. Alors, l'éventuelle hausse du prix du pain, coup de bluff ou épée de Damoclès, le prix de la baguette va-t-il réellement augmenter, mesdames et messieurs? La question fait-elle débat entre le ministère du Commerce et les boulangers? Qu'en est-il réellement? Youssouf Bari est sur le plateau de Instant Vérité pour répondre aux questions des Ivoiriens. Youssouf Bari est le président de la FECOP-PCI, la Fédération des coordinations professionnelles des boulangeries et pâtisseries de Côte d'Ivoire. Bonjour Youssouf Bari. Bonjour madame Zani. Merci de vous prêter donc à Instant Vérité. Alors, dans un quotidien paru le 24 décembre dernier, Abel Akoué, le président de la FIPAP-CI, une fêtière du secteur, a annoncé une possible augmentation du prix de la baguette de pain dès le 15 janvier 2021, si rien n'est fait. Alors tout de suite, quelle était votre réaction? Bien, je voulais dire d'abord toutes mes félicitations d'abord au ministre du Commerce
pour ce qu'il a fait déjà, pour anticiper déjà cette annonce. Monsieur Barry, et donc, quelle était votre réaction? Oui. Notre position a été d'abord de monter au créneau pour dire tout simplement que le prix du pain reste inchangé parce qu'il n'appartient pas à une fédération, à une fêtière de fixer le prix du pain. Il appartient au ministère du Commerce de le faire. Donc pour vous, c'est vraiment excessif puisque dans l'interview, le prix du pain qui pourrait passer de 150 à 350 francs, soit une augmentation de 233%, vous trouvez cela excessif, n'est-ce pas? Cela est excessif et irréaliste d'abord parce qu'un produit de grande consommation comme le pain ne peut pas suivre une hausse aussi élevée. Et c'est pourquoi le ministère a tout de suite mis en place son service de communication qui a permis tout de suite de désamorcer cette bombe-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question pour nous de venir et dire que le prix du pain va augmenter sans avoir au préalable contacté le ministère et faire vraiment tout ce qu'il faut, les ajustements qu'il faut. Donc vous vous désolidarisez des affirmations ou encore des interprétations qui ont été faites à la suite de l'interview donnée par Marius. C'est un cri de cœur de notre collègue qui a vu que le prix de la farine, c'était une rumeur que le prix de la farine allait augmenter. Nous avons ensuite essayé de vérifier cette information d'abord parce qu'à la suite des hausses successives du prix de la farine de 50 kilos, nous avons décidé avec le ministère de nous mettre ensemble en concertation. Et le ministre a créé un cadre déjà de concertation qui est le comité de suivi de la filière boulangerie. Et il vient de créer encore un comité technique pour statuer sur la structure du prix de la baguette de pain. Est-ce que, je veux dire, les interprétations ne sont pas en fait un malaise que vivent les boulangers? Oui, nous vivons un malaise parce que voici une denrée alimentaire comme le pain qui n'a subi aucune augmentation depuis 2008 jusqu'à ce jour. Les boulangers ont supporté pour les consommateurs le coût des facteurs qui sont devenus des facteurs exorbitants. Il y a plusieurs coûts de facteurs. Nous avons certes la farine, mais nous avons aussi les loyers qui ont doublé, nous avons les salaires qui ont doublé, le SMIC qui a augmenté, nous avons l'électricité qui a doublé, l'eau, nous étions au trimestre, nous sommes maintenant au mois. Et donc aujourd'hui, les charges font qu'aujourd'hui les boulangers sont pris à la gorge. Mais cette énième augmentation du prix de la farine devrait permettre à tous les acteurs de se mettre ensemble et de décider de la structure du prix de la baguette. Donc vous affirmez ici que les boulangers ont pris l'option de ne pas augmenter le prix de la baguette de pain. Pour l'instant, nous disons que nous sommes en concertation dans un cadre avec le ministère du Commerce, avec les meuniers. C'est un comité tripartite qui est en train de plancher et qui aura les résultats. Je vous donne la primeur déjà, avec bien sûr, ce sera vers le 15 février. Nous aurons vraiment la structure du prix de la baguette de pain. Alors, c'est quoi la structure de la baguette de pain? En fait, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui rentre dans la fabrication d'une baguette de pain. Nous avons certes la farine, nous avons les intrants qui sont la levure, l'amélioration, la glace et l'eau, mais il ne faut pas oublier les hommes, le personnel, l'électricité, l'eau et tous ces facteurs, le gaz. Oui. Et tout ça rentre en ligne de compte pour pouvoir connaître le coût de revient d'une baguette de pain. Aujourd'hui, nous sommes à 150. Parce que tout simplement... Alors, donc, après ces négociations, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'augmentation du prix de la baguette? Nous serons tous situés aux environs... Non, monsieur, dites-nous, vous avez dit que vous n'êtes pas pour l'augmentation du prix du pain. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, vous avez relevé qu'il y a plusieurs intrants maintenant et qu'à cause de l'augmentation de ces intrants, l'électricité, les loyers, les salaires et tout cela, je vous pose la question, les Ivoiriens veulent savoir, est-ce qu'à la fin de vos négociations avec le ministère du Commerce, y aura-t-il une augmentation du prix de la baguette? C'est la question. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est le BNET qui doit conduire cette étude-là. Pour que nous puissions nous prononcer, il faudrait que nous ressortions le prix de revient d'une baguette de pain afin que nous puissions savoir exactement est-ce que le prix de 150 francs est justifié ou bien est-ce qu'il faut l'augmenter. S'il doit être augmenté, c'est au ministère de toucher les leviers qu'il faut, les leviers économiques, le levier fiscal, le levier de pouvoir supporter. Oui, donc parlons-en de ces leviers. Donc, oui, les leviers qu'il faut que le ministère touche pour éventuellement vous satisfaire. Expliquez-nous exactement. Je prends par exemple le gaz. Le gaz était subventionné. Le gaz n'est plus subventionné. Nous avons aussi les loyers qui ont augmenté de façon exagérée. Et nous savons aussi que le SMIC aussi a augmenté. Mais nous demandons simplement que le levier fiscal, le levier au niveau des hydrocarbures et le levier au niveau de la formation même puissent être touchés par le gouvernement afin que nous puissions, nous aussi, pouvoir vendre. Afin que le prix du pain ne puisse pas augmenter.
Alors, monsieur, en dehors de la question du pain, vous avez d'autres difficultés que vous venez de relater, mais les Ivoiriens ont remarqué que dans le secteur de la boulangerie, donc des boulangers, il y a vraiment un certain désordre quant à la vente à la criée, la vente dans les charrettes, du pain et tout cela. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Cette activité-là même va au mépris de la santé des Ivoiriens. Vous savez, madame, depuis 2014, il y a 2 arrêtés qui sont sortis concernant la distribution et la vente du pain. Et ces arrêtés nous disent que la vente du pain à la criée, dans les charrettes, dans les brouettes, dans les boutiques, est proscrite. Mais la vente se fait au mépris de cette réglementation. Et nous avons initié plusieurs actions afin de ramener les opérateurs économiques que nous sommes et la population, les consommateurs, à comprendre que le pain n'est pas un aliment qu'on lave avant de manger. Oui, c'est un aliment qu'on ne lave pas avant de manger, ça c'est sûr. Mais en même temps, ce désordre-là, il est imputable au boulanger. Ce désordre n'est pas imputable au boulanger. Mais ce sont les boulangers, monsieur. Ce sont les boulangers. Nous vendons nos pains dans nos guichets. Mais ce sont les boulangers qui produisent le pain. Oui, ce sont les boulangers qui produisent le pain, ce sont eux qui le distribuent pour être vendus à la criée, dans les boutiques, dans les charrettes. Ce sont les boulangers qui le font. Le boulanger produit le pain, mais le volet commercial nous échappe actuellement. Il faut réorganiser la distribution. Parce qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le système des livreurs, des personnes qui viennent prendre le pain à la boulangerie et qui vont le revendre. De telle sorte qu'aujourd'hui, mais c'est vous qui permettez cela? Non, mais c'est vous qui permettez, parce que c'est le boulanger, c'est chez le boulanger qu'on vient chercher le pain. C'est un modèle économique que nous avons choisi. Mais ceux-là même qui font la distribution, les textes leur disent, les textes réglementaires leur disent d'être en conformité avec les lois de la République. Monsieur Barry, vous demandez à l'État de faire appliquer les textes, donc les arrêtés de 2014, l'article 10 par exemple. Alors, parallèlement, vous ne respectez pas les règles. Le prix du pain, ce n'est pas seulement 150 francs CFA, disons-nous les choses franchement. On a remarqué qu'à Abidjan, le prix est souvent arrondi à 200 francs CFA. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Vous savez, le prix de 150, techniquement, est basé sur la norme NI 380 de 2003. Qui est une norme de codinome. Cette norme dit que la baguette doit être... On parle bien de la baguette. Oui, de la baguette. Elle est de 55 cm à 68 cm et elle doit peser entre 193 et 228 grammes. Et donc, quelqu'un qui fait une baguette qui est en deçà, qui ne respecte pas ces normes-là, il est en train de frauder. Oui. Dans ce cadre-là, ceux qui vendent les baguettes à 200 francs, ils vous diront que ce n'est pas des baguettes. Ce sont des pains standards ou bien des pains de fantaisie qui n'ont pas le même poids. Donc au ministère, tout dernièrement, nous avons été interpellés, le ministère a été interpellé, ils ont fait un contrôle sur une boulangerie. Mais nous attendons encore les résultats de ces contrôles-là. Le pain de 200 francs ne doit pas peser moins de 228 grammes. Il doit être au-delà. Au-delà. D'accord. Alors, si vous avez rapidement un appel à lancer pour permettre aux Ivoiriens d'être situés sur la question du pain, que diriez-vous? L'appel que je voudrais lancer aux Ivoiriens, c'est leur dire simplement de se tranquilliser. Les boulangers sont des personnes vraiment conscientes. Nous sommes des opérateurs économiques et avec notre ministère de tutelle, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied. Cela fait 2 semaines que le comité technique a été mis en place en train de travailler pour juguler le problème du prix de la baguette de pain en Côte d'Ivoire. Et je pense que nous trouverons les solutions idoines pour... On espère qu'à la fin de vos négociations avec le ministère du Commerce, il n'y aura pas d'augmentation du prix de la baguette de pain. Alors, Youssouf Barry, vous êtes le président de la FECOP PCI, la Fédération des coordinations professionnelles des boulangeries et des pâtisseries de Côte d'Ivoire. Merci d'être venu nous apporter ces éclairages sur les réelles difficultés que rencontrent les boulangers dans ce contexte de crise sanitaire qui n'épargne aucun secteur d'activité. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Merci de nous avoir suivis dans Matin Bonheur. Restez avec Alix et Angeval. Comme pour vous dire que vraiment il faudrait dans votre quotidien appliquer toutes ces mesures barrières. Il nous reste juste quelques minutes pour terminer cette émission avec notre invité, M. Guy Abi-Noguès, avec qui nous allons traiter d'un sujet sur lequel nous allons revenir bien sûr pour encore plus de détails. Où et comment bien placer son argent en 2021? C'est avec notre consultant. On part directement avec M. Guy Abi-Noguès. Bonjour et bienvenue. Bonjour Angeval, bonjour Alice.
Bonjour Monsieur Abi. Alors, où et comment bien placer son argent? Il faut savoir que pour chaque exercice ou pour chaque année, il y a sa réalité. Et donc, pour cette année 2021, c'est sûr qu'on a des secteurs qui sont très porteurs en matière de placement d'argent. Vous allez nous les donner ici. Alors, on peut commencer par les énumérer. Quels sont-ils ou s'orienter en 2021 pour faire de l'argent? D'accord. Écoutez, avant de les énumérer, il faut dire que quand vous avez un portefeuille d'investissement, que vous arrivez en fin d'année, il est tout de suite bon de passer en revue votre portefeuille pour entamer la nouvelle année. Vous devez revoir donc les différentes lignes de votre portefeuille d'investissement et voir dans ces lignes quelles sont donc celles qui ont effectivement performé, quelles sont celles qui ont donné les rendements donc, que vous aviez escomptés et quelles sont celles qui n'ont pas réellement donc, marché. On peut faire un bilan. En fait, voilà. En fait, vous faites un bilan de votre portefeuille d'investissement et à partir de là, vous procédez à des ajustements. Et maintenant, pendant que vous êtes en train de procéder à des ajustements, vous devez donc voir ce qui s'est passé sur le marché. Est-ce que sur le marché financier, de manière générale, est-ce qu'au niveau de l'économie, il y a eu une donne qui est venue perturber le bon fonctionnement de l'économie ou le bon fonctionnement du marché financier? À partir de là, il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous et donc vous devez donc les saisir. Dans notre cas, vous savez que l'année 2020 a été une année fortement marquée par la crise à coronavirus, la Covid-19, ce qui a amené donc les gouvernements du monde entier, y compris les nôtres, ici à prendre des mesures pour soutenir les entreprises et les personnes pour notamment infléchir la progression de la Covid-19. Parallèlement, les banques centrales ont également pris des mesures pour notamment soutenir l'économie et le marché financier. Tout cela a créé donc des conditions nouvelles dans le marché, donc il va falloir donc saisir ces opportunités. Bien sûr. Alors, vous parlez de la Covid-19, vous êtes expert dans ce domaine-là. Vous pouvez quand même nous dire, vous donner votre avis sur où véritablement investir lorsqu'on regarde un peu notre environnement. Aujourd'hui, à la Covid, c'est vraiment compliqué, il y a la baisse de certains marchés. Comment le faire? Alors, comment le faire, c'est tout simple. Hein. Vous savez, quand vous regardez un peu les conséquences de la Covid-19, et notamment, comment dirais-je, les événements qui ont suivi, notamment la prise de décision donc, des différentes banques centrales, y compris donc, la note, la BCAO, tout cela a eu pour effet d'infléchir donc, les taux. Donc, nous nous sommes retrouvés avec des taux bas. Nous nous sommes également donc retrouvés dans une situation sanitaire assez compliquée et par rapport à cela, comme je disais tout à l'heure, il y a des opportunités qui se sont présentées, notamment dans le secteur de la santé. Vous savez, l'industrie pharmaceutique a connu des bouleversements importants avec la recherche du vaccin pour la Covid-19 et cela a créé, j'allais dire, des opportunités d'investissement dans ce secteur. Le secteur de la distribution également. Il y a eu des opportunités qui sont nées dans ce secteur-là. Et puis, évidemment, le secteur de l'économie numérique avec le télétravail qui a créé effectivement des opportunités aussi dans ce secteur. Au regard donc de tous ces agrégats-là et de l'analyse que vous faites de tous ces indicateurs qui ont pu influencer dans un sens ou dans un autre l'activité économique, comment du coup s'orienter pour faire un bon investissement? Alors, l'orientation que vous devez avoir, c'est notamment vous intéresser aux actions sur le marché, parce que les actions vont refléter les résultats de toutes ces entreprises-là. Le cours de ces actions va refléter les résultats de ces entreprises. Donc, si vous achetez des actions, vous allez donc impacter la structure de votre portefeuille et votre portefeuille va tirer donc en croissance positive et va également, comment dirais-je, prendre en compte tous les bénéfices, notamment de toutes ces sociétés dans lesquelles vous allez donc investir. Donc le marché des actions va être le marché à privilégier au cours de l'année 2021. Quels sont les pièges à éviter? Ben, les pièges à éviter, c'est qu'il ne faut pas se laisser, donc, j'allais dire, entraîner par comment dirais-je, un gain de vitalité assez forte par rapport même au développement du marché. Pourquoi? Vous avez vu la BRVM 10, l'indice des 10 valeurs les plus actives, au cours de l'année 2020, a perdu à peu près 12% de sa valeur. Et depuis le début de l'année, c'est-à-dire jusqu'au 22 janvier, vendredi dernier... On est au vert. On est au vert, mais... Il ne faut pas s'y méprendre. Il ne faut pas s'y méprendre. Il ne faut pas s'y méprendre. Pourquoi? Parce que la variation annuelle jusqu'au 22 janvier est encore de moins 12%. Autrement dit, rien n'a bougé sur le marché. Oui. Même si on est au vert, rien n'a bougé. Donc, il va falloir donc, par rapport à cela, prendre des dispositions pour notamment restructurer son portefeuille d'investissement et tenir compte de la nouvelle donne qui existe sur le marché financier. Et ces dispositions-là nous permettent bien sûr de nous mettre à l'abri de mauvais investissements. Comment on les opère?
Alors, c'est notamment dans les choix que vous allez faire. Tout à l'heure, on a parlé donc d'actions. Et parallèlement donc à ces actions, vous avez également aussi des obligations. Vous savez, les entreprises vont vouloir aujourd'hui relancer leurs investissements pour assurer donc leur développement. Et pour ce faire, elles auront à la fois sur le marché, c'est vrai, le marché bancaire, et sur le marché financier. Mais je pense qu'elles iront beaucoup plus sur le marché financier parce que les banques vont être fortement sollicitées. Alors, quand elles viendront sur le marché financier, elles viendront là pour émettre des obligations. Et là, il va y avoir des opportunités à saisir par rapport donc à ces obligations qui seront donc émises. Bien sûr. Nous sommes avec M. Guy Abi Nogues. On rappelle, c'est notre invité de chaque lundi. Avec lui, on parle investissement. Donc, on l'a dit, c'est un sujet sur lequel nous allons forcément revenir. Il ne nous reste plus assez de temps. La réalisation nous permet d'aller donc avec cet élément et on revient dans quelques instants. En recherche d'idées, je suis tombée sur une page malienne. Et j'ai vu des enfants qui étaient en train de jouer avec des ustensiles de cuisine. Alors, c'était des boîtes de conserve, donc les petites boîtes de sardines. Mais c'est vrai que quand on était petit, on jouait à ça, à préparer. Je me suis dit, bah, tiens, ça peut être quelque chose d'exploitable. C'est aussi dans l'optique de valoriser ce que nous avons chez nous ici. J'ai rencontré beaucoup de problèmes. Déjà, avec les fournisseurs qui ne comprenaient pas toujours ce que je voulais. Parce qu'il y a la façon de traduire les choses qu'on veut et il faut que le rendu soit ce qu'on voudrait. Et il y a aussi les délais, le respect des délais de livraison, les délais de confection. Donc, ça a eu pour effet d'avoir des annulations de commandes. Il y a des clients qui vous commandent des choses et puis, ben, ils annulent à la dernière minute. Voilà. La première année, elle a été très difficile. J'ai perdu le peu d'investissement que j'ai eu à mettre dedans. J'ai eu des pertes, mais ça ne m'a pas arrêté. 4 ans plus tard, je respire mieux. Une chose sur laquelle je veux véritablement insister, c'est que avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut être sûr qu'on aime ce qu'on va faire. Voilà, de retour sur le plateau, on a eu un témoignage, sûrement qu'on va le repasser une autre fois pour mieux le décrypter. Nous étions donc avec M. Abi Nogues où on parlait de où et comment bien placer son argent en 2021. Il y a tant à dire, c'est sûr, et nous y reviendrons pour traiter ce sujet dans son entièreté. Voilà, nous en sommes à la fin de l'émission. Merci à vous d'être venus pour ce lundi. Remercie. On se reverra sûrement lundi prochain, toujours à épiloguer sur le même sujet. Merci de nous avoir suivis. À demain. À demain. Portez-vous bien. Au revoir.